On est suivi en Zoom par un public nombreux que je salue également, qui se joint à nous d'un peu partout en France et partout dans le monde également à chacune de nos conférences. Je vous remercie pour votre fidélité et à nouveau, merci à vous tous qui vous êtes déplacés pour cette conférence donc sur les défis de la démocratie. On est très heureux, très honorés d'accueillir ce soir à la fois Marcel Gauchet et Pascal Perrineau. Ils sont, comme vous le savez, deux figures centrales de la pensée intellectuelle aujourd'hui en France, dans notre pays. On vous remercie vraiment très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à un moment effectivement où la communauté juive notamment, mais au-delà de la communauté juive, la communauté nationale se pose beaucoup de questions, notamment sur la force, la capacité de résistance de nos sociétés, de la démocratie, pour préserver nos libertés, notre capacité à vivre ensemble, et notamment pour la communauté juive, sa capacité à pouvoir rester en France, se projeter dans l'avenir, en dépit des menaces qui se font jour et qui sont de plus en plus inquiétantes année après année. Alors, je vous remercie à nouveau de votre présence. Chacun d'entre vous, vous avez publié 2 livres qui ont attiré notre attention. Le premier, donc, Marcel Gauchet, « Comment pensent les démocraties ?» Alors, à travers ce livre, Marcel Gauchet va nous présenter sa thèse dans quelques instants, mais j'en dis 2 mots. Marcel Gauchet donc, propose une histoire des idéologies démocratiques depuis leur apparition au XIXe siècle jusqu'à nos jours, mais il ne s'intéresse pas tant à l'idéologie comme une simple accusation polémique, mais plutôt aux grandes visions du monde qui structurent les identités politiques, les conflits collectifs, les mouvements d'opinion. Et son livre montre notamment comment dans les sociétés démocratiques modernes, les idéologies, parfois en se basant sur un substrat de croyances, peuvent ensuite prendre parfois la relève de la religion pour donner un sens au monde, et également structurer ensuite une vision du monde, une vision des conflits collectifs. Pascal Perrineau, vous publiez avec Anne Muxel un livre, donc Inventaire des peurs françaises, qui est à l'origine une vaste enquête sur les peurs qui traversent aujourd'hui la société française auprès de 3000 de nos concitoyens. Ça peut être à la fois des peurs personnelles, des peurs sociales, des peurs économiques, les peurs liées à l'écologie, aux conflits internationaux. Et donc vous vous intéressez notamment à montrer comment ces peurs peuvent ensuite se diffuser et peser sur la vie démocratique. Alors, je vais vous passer la parole immédiatement. On va structurer cette soirée d'abord à travers un exposé de chacun de nos amis ici présents sur la thèse de leur livre. Et ensuite, je poserai 2-3 questions de table ronde pour initier le dialogue. Et vous aurez également la parole ensuite pour interroger Marcel Gauchet et Pascal Perrineau. Je donne la parole à Marcel Gauchet. Merci. Merci de votre hospitalité. Alors, comme vous le savez, l'idéologie est un concept qui a très mauvaise presse. Tout le monde l'emploie, en général pour disqualifier le propos de son contradicteur dans le champ politique. Et à ce niveau-là, évidemment, la notion n'a pas beaucoup de portée. On tend même à la mettre de côté. Le premier moment de la démagogie politique est de dire « moi, je ne fais pas d'idéologie, c'est les autres qui en font ». C'est d'ailleurs de cette façon que le mot est né, dans une histoire qui est assez drôle, puisqu'on doit l'origine du terme à un conflit politique entre Bonaparte, premier consul à l'époque encore, avant de devenir empereur, et un groupe de gens très respectables, les modérés de la Révolution française, disons, qui avaient le projet d'une science des idées qu'ils avaient appelée idéologie. Mot parfaitement logique dans cet emploi. Mais Bonaparte, qui les a très vite pris en grippe parce qu'ils étaient rebelles à son autorité, a qualifié pour lui d'idéologue et donc d'idéologie tout discours à ses yeux non conforme au réalisme politique élémentaire. Nous devons donc à notre premier empire français ce mot d'usage quotidien. Bon, le mot a connu un avatar extrêmement important qui demeure d'ailleurs avec l'irruption de 2 personnages importants de l'histoire intellectuelle européenne, Karl Marx et Friedrich Engels, qui ont fait de l'idéologie, au-delà de cette acception très péjorative,
est idéologique tout discours qui parle de politique sans le sens des réalités indispensables pour les appréhender correctement. Ils en ont fait une machine de guerre de la classe dominante pour, en termes familiers, on dirait intoxiquer les dominés en leur présentant une explication de l'ordre social existant tout à fait fausse et trompeuse. C'est un discours illusoire. L'idéologie bourgeoise et l'idéologie dominante de la classe dominante. Il y a encore beaucoup d'adeptes de ce genre de discours, même si c'est dans des formules plus alambiquées qu'à l'origine, parce qu'évidemment ça fait un peu primaire aujourd'hui de répéter ce catéchisme marxiste-léniniste qui est usé. Mais le fond est le même. Et puis à côté de ça, on s'est aperçu qu'il y avait une utilité de désigner la manière dont les acteurs politiques appréhendent leur monde, parce qu'il y a une nécessité, en démocratie, de s'expliquer, même sur un mode très élémentaire, les choix qu'on va faire. Et c'est de cette idéologie-là que je m'occupe essentiellement, en essayant de montrer que c'est une notion indispensable pour comprendre la politique démocratique. La politique démocratique, c'est le choix, la possibilité pour les citoyens de choisir des orientations. Mais sur quelle base vont-ils choisir? Voilà toute la question à laquelle l'idéologie vient répondre. L'idéologie va être la construction intellectuelle au travers de laquelle les citoyens, quand ils votent, mais quand ils définissent leur identité dans le champ politique, où il y a plusieurs options en présence, justifient leur choix. Sur quoi s'appuient-ils? Il y a une rationalité élémentaire de la décision démocratique pour chacun d'entre nous. À quoi se rattache-t-on? Comment justifie-t-on? Alors, il y a évidemment des choix d'opportunité qui peuvent être tout à fait dérisoires. On daube à chaque élection sur le fait que c'est la couleur de la cravate du candidat qui finalement a emporté la décision. Ça peut être tout à fait vrai, mais il y a derrière quelque chose de plus profond. Et c'est la manière dont se fabrique ce discours, propre à l'univers démocratique, c'est-à-dire un univers émancipé de l'idée de tradition et de la révélation, qui surplombe le choix et légitime d'avance le pouvoir en place, essentiellement des royautés, mais pas obligatoirement, il y a d'autres cas de figure. On est dans l'idéologie à partir du moment où il y a une possibilité pour les citoyens de former le pouvoir. Sur quelle base le font-ils? Ils le font d'abord, évidemment, j'ajoute un mot, en général, c'est ce qu'on appréhende, Pascal Perrineau le sait beaucoup mieux que moi, sous le mot d'opinion. Ça existe, je ne récuse pas du tout la notion d'opinion, parce qu'elle répond à une autre nécessité que je vais appréhender dans le cours de mon propos rapide. Il s'agit évidemment de choisir d'abord un avenir. C'est la différence entre la politique moderne et la politique religieuse à l'ancienne. Dans la politique religieuse à l'ancienne, il n'y a pas de choix, puisqu'on obéit à une tradition, pour aller vite. On obéit au passé, à un héritage. Dans l'univers démocratique, on ouvre un avenir. Et les discours politiques sont une concurrence autour des définitions de l'avenir. Vers quoi pouvons-nous aller? Mais pour aller quelque part, il faut s'appuyer sur un héritage. Et c'est là où entre en compte l'élément de l'histoire. D'où venons-nous? Il faut répondre à la question d'où venons-nous pour pouvoir répondre où pouvons-nous aller? Très simplement. Donc on va tout de suite faire appel à des explications historiques. On va donner des idées sur la manière dont s'est effectué le cours de l'histoire jusqu'à présent et à partir de quoi on peut définir raisonnablement une perspective en fonction de ce passé vers un avenir. Ça donnera
hein, j'évoquais le cas de Marx tout à l'heure, une formule qui a eu quelques effets, l'histoire de la lutte des classes. C'est une explication de l'histoire qui donc permet d'anticiper un avenir qui sera le dépassement de la division de la société en classes par la révolution sociale. Mais une fois qu'on a ces deux axes et qu'on arrive à combiner une perspective d'avenir, reste une question importante et même décisive, tellement décisive que souvent elle prend le dessus sur toutes les autres, c'est que faire au présent pour aller vers cet avenir. Il y a un problème de choix tactique, là, et où le personnel politique, en général, retrouve tous ses droits en disant oui, vos théories, c'est très bien, hein, votre vision de l'avenir, c'est très bien, mais nous, on est dans une situation précise à un moment donné, et c'est là que nous faisons des choix. Et c'est à ce niveau-là qu'on saisit les phénomènes d'opinion, qui sont mais qui sont la face émergée du phénomène idéologique qui, lui, est beaucoup plus profond. Vous pouvez avoir plusieurs sensibilités à l'intérieur de la même idéologie fondamentale qui vont donner des options politiques très différentes et des courants d'opinion très différents. L'exemple le plus caricatural, d'une certaine manière, mais très éloquent, sur ce choix tactique au présent, a été la division au XXe siècle entre un socialisme révolutionnaire, essentiellement communiste, mais pas uniquement, et un socialisme réformiste, un socialisme démocratique. Là, l'idéologie de fond peut être absolument identique, hein, la vision du but est la même, la vision du passé est la même, à des nuances près, parce que tout ça se monnaie entre des personnes qui ont des sensibilités individuelles, qui compliquent encore la chose. Mais l'important, c'était la tactique. Au présent, comment peut-on faire le saut vers le futur socialiste? Mais vous retrouvez ça dans les autres familles idéologiques, parce que c'est là que j'introduis un élément supplémentaire, si je puis dire. Ce livre est au fond une analyse de la nature irréductible du pluralisme démocratique. Il n'y a jamais une idéologie, c'est là où je romps les lances avec le marxisme classique, il n'y a pas une idéologie dominante de la classe dominante, il y a toujours, par construction, plusieurs idéologies en présence. Et j'essaye d'en faire l'histoire. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'elle est très compliquée et nous emmènerait beaucoup trop loin, mais vous avez, parce que vont intervenir à ce moment-là une série de données qui permettent de comprendre pourquoi ce pluralisme est irréductible. Pour commencer, vous allez avoir une partition des sensibilités au temps historique, avec une sensibilité conservatrice, la volonté de fidélité à un héritage, qui est constitutive du rapport au temps. Vous allez avoir une philosophie optimiste, prophétique souvent, qui s'identifie généralement au socialisme. L'avenir peut être totalement différent du présent. Ça, c'est une manière de penser, là aussi, irréductible. Et vous avez, évidemment, le courant pragmatique qui préfère s'enraciner dans le présent et des vues à beaucoup plus court terme qui permettent mieux, aux yeux de leurs adeptes, d'avoir une prévision raisonnable sur ce qui est possible ou impossible. Vous avez cette division. Mais vous avez aussi une division supplémentaire qui va passer par le canal des éléments fondamentaux de la vie collective démocratique. Vous allez avoir un privilège souvent lié, pas exclusivement, mais souvent lié au conservatisme, qui est l'autorité politique. Ça qui fait partie des éléments, des données de base de toute communauté politique démocratique. Vous allez avoir une sensibilité qui privilégie la liberté des individus
c'est évidemment le libéralisme qui s'associe très généralement à la préférence pour le pragmatisme au présent. Les libéraux n'aiment pas beaucoup en général les grandes projections dans l'avenir. Et vous allez avoir en revanche une vision de la dynamique historique qui est du progrès historique, du saut dans le futur, qui correspond à la sensibilité socialiste. Dans les sociétés démocratiques, vous avez irréductiblement 3 options fondamentales. Il y a d'autres éléments qui interviennent. Je pense que ceux-là sont les éléments cruciaux de cette grammaire des options politiques de fond. Le politique, l'histoire, le droit. Le droit qui est privilégié par les libéraux par rapport aux autres. Les socialistes, en général, ont une sensibilité modérée à la régulation par le droit. Le droit est ce qu'on veut qu'on en fasse. Ils ne croient pas beaucoup à sa logique propre et à sa rigueur interne. Alors que c'est évidemment le point où les libéraux se retrouvent. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ces divisions se retrouvent à l'intérieur de toute formation politique. Ceux d'entre vous qui ont fréquenté des organisations politiques, quelles qu'elles soient, on voit très bien se dessiner dans toutes ce partage. Vous avez les doctrinaires, qui sont acharnés sur le corps idéologique et essentiellement l'explication historique qui justifie leur engagement. Vous avez les prophètes, les utopistes, comme on les appelle souvent, pour lesquels c'est l'avenir qui compte. Certes, il faut faire attention aux circonstances, mais ce qui compte, c'est le but. Et puis vous avez les tacticiens, qui en général d'ailleurs emmènent le mouvement, parce qu'ils ont la décision beaucoup plus immédiate que les autres qui s'en désintéressent un peu. Vous avez ces types humains se retrouvent rigoureusement du groupuscule le plus étroit jusqu'aux grandes formations politiques. Et c'est ce qu'on retrouve derrière ce qu'on appelle, c'est un niveau d'observation tout à fait justifié, les opinions, le marché des opinions qui, lui, est beaucoup plus segmenté parce qu'il interfère avec des préoccupations d'actualité, des cultures politiques qui sont liées à l'héritage historique, etc. Donc, je vous présente juste la matrice. Après, l'essentiel de mon livre est consacré à la manière dont ces formations idéologiques se sont mises en place au XIXe siècle, essentiellement, et dont elles ont connu des rapports de force variés depuis 2 siècles, jusqu'à ce qu'on peut appeler l'énigme du présent, qu'est l'apparition d'une idéologie d'un genre tout à fait nouveau, depuis une 50aine d'années, qui domine le monde occidental, mais qui a des effets mondiaux, on peut le dire, qui est le néolibéralisme, qui répond à d'autres considérations dans lesquelles je ne vais pas entrer parce que ça nous emmènerait là loin. Il faudrait refaire tout le parcours pour donner une bonne appréciation du phénomène. Mais encore une fois, mon message principal, c'est mon intention politique, si je puis dire, et une intention de démocrate, c'est de montrer d'abord, d'éliminer un certain nombre, si c'est possible, je ne me fais pas d'illusions, mais on se bat pour ce à quoi on croit, c'est d'éliminer beaucoup d'images très fausses, essentiellement héritées du marxisme-léninisme, qui continue de peupler les consciences de nos sociétés sur ce terrain, et d'autre part, et ce n'est pas un point nul dans le contexte démocratique actuel, de montrer l'irréductibilité du pluralisme démocratique qui s'enracine non pas simplement dans les sensibilités des uns et des autres, ça existe aussi. En un sens, il y a autant d'opinions politiques que d'individus, c'est un vieux cliché qui n'est pas sans fondement, dans certaines circonstances en tout cas, mais il y a derrière, en profondeur, et c'est l'originalité des sociétés démocratiques, elles sont le théâtre d'une confrontation d'options fondamentales, irréductiblement
présente, quelles que soient les circonstances, avec des hauts et des bas, des rapports de force variés, dont on peut faire l'histoire, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais qui correspondent à l'architecture même des sociétés dans lesquelles nous vivons. Comme je sais qu'il faut avoir le temps de débattre d'une situation qui n'est pas directement idéologique, bien qu'elle le soit pour partie, comme on verra, je vais rester à cette vision d'ensemble un peu rapide. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me lire. Je vous ai donné la clé principale de mon propos. Merci beaucoup Marcel Gauchet. Je passe la parole à présent à Pascal Perrineau. Bien, merci beaucoup de votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Et je suis très heureux d'être là. Vous verrez, le dernier ouvrage que je viens d'écrire en compagnie d'Anne Muxel ne touche pas directement à la question de la démocratie, quoique. Et j'étais très sensible à ce que Marcel Gauchet disait pour reprendre des catégories marxistes, un peu sur cette infrastructure de la démocratie qui est la floraison inévitable d'options idéologiques divers, pluralistes, qui se confrontent jusqu'au cœur de chacune des grandes familles de pensée. Et c'est vrai qu'on les a vus à l'œuvre dans la société démocratique qui se réinvente après la guerre en France et en Europe, mais que quelque part, la crise de la démocratie que l'on traverse depuis maintenant d'assez longues années rend peut-être plus difficile cette confrontation de ces idéologies plurielles, avec la réapparition de tendances de certains courants de pensée à vouloir établir leur hégémonie, hein, et à nier même le principe de pluralisme. Ils sont tellement mal à l'aise avec le principe du pluralisme, en effet, que cela se traduit jusqu'au cœur de nos démocraties et à un an de l'élection présidentielle par des courants, des candidats déclarés ou potentiels, dont le moins qu'on puisse dire est que leur attachement au pluralisme idéologique, au pluralisme dans la société française, au pluralisme des systèmes de croyance, hein, n'est que tout à fait relatif. Mais on y viendra peut-être tout à l'heure dans le débat. Alors avec Anne Muxel, nous avons voulu nous pencher sur le régime des peurs. Bien sûr, la peur est une question aussi vieille que l'homme. La peur a toujours existé, et heureusement d'ailleurs que les hommes et les femmes ont depuis des siècles peur. De temps à autre, la peur est un signal. Je me méfie beaucoup des gens qui se déclarent sans peur. Il n'y a rien de plus dangereux. Mais vous verrez que lorsqu'on s'efforce de mesurer le phénomène, ce qu'on appelle d'ailleurs dans notre typologie les sans peur sont une toute petite minorité avec certaines caractéristiques sur lesquelles il est intéressant de s'interroger. Donc, c'est une question extrêmement ancienne, c'est une question fondamentale qui a accompagné la condition humaine. C'est une question qui, jusqu'alors, a fait l'objet d'interrogations. Beaucoup d'historiens, il y a de grands ouvrages d'historiens, et en particulier de Jean Delumeau, sur la peur au Moyen-Âge jusqu'au XVIe, XVIIe. Il y a d'autres ouvrages que ceux de Delumeau sur la peur qui sont extrêmement intéressants. Les grandes peurs collectives, la peur de 1789, il y a des choses extrêmement intéressantes sur ces grandes peurs. Donc l'histoire s'est beaucoup penchée sur les peurs. Il y a bien sûr beaucoup, parce que pendant 2 ans j'ai un peu relu tous mes classiques, beaucoup de choses également du côté de la psychanalyse, où d'ailleurs c'est plus une interrogation sur les angoisses et l'angoisse que la peur. Hein. L'angoisse, c'est une peur sans objet. Les peurs dont je vais vous parler, c'est des peurs qui ont des objets, qui se fixent sur des objets. Mais jusqu'à maintenant, au fond, la
la sociologie, la science politique s'étaient extrêmement peu intéressés aux peurs. Et depuis plusieurs années, pour les avoir beaucoup rencontrés à l'œuvre dans la société française, chez les électeurs, quelle que soit d'ailleurs leur tendance, je me suis dit, il faudrait tout de même, alors que c'est fait dans d'autres pays, essayer de cerner les peurs françaises. Alors dans un essai, qui d'ailleurs reste un essai brillant, Alain Duhamel avait fait quelque chose sur les peurs françaises, mais essentiellement les peurs strictement politiques, dans un petit essai qui reste très intéressant à lire. Mais là, nous avons voulu recenser les peurs. On les a recensées. Il a fallu d'abord que je trouve de l'argent pour faire de très grosses enquêtes, ce qui demande toujours un certain temps, surtout quand on dit, voilà, je voudrais plusieurs milliers d'euros pour recenser les peurs des Français. Les gens vous regardent en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais enfin, on y arrive avec beaucoup de ténacité. Nous avons fait une grande enquête en octobre 2023, mais avant le 7 octobre. Donc nous avons voulu renouveler en 2024 pour voir si cela tenait, s'il y avait eu des évolutions à la suite du choc et du traumatisme du 7 octobre. Et nous avons renouvelé toujours sur 3000 personnes. D'habitude, les sondages, vous voyez, se font sur 1000. Donc on a interviewé 2 fois 3000 Français fin 2023 et fin 2024. Et on les a interrogés dans un questionnaire d'une trentaine de questions, dans lequel il y a des questions fermées, des questions ouvertes, des questions semi-ouvertes. On les a interrogés sur toutes les peurs. Les peurs privées et les peurs publiques. Les peurs privées, vous voyez, les peurs que nous avons tous, la peur du noir, la peur de tel ou tel animaux, voilà, les peurs les plus ordinaires, les phobies, etc. Jusqu'aux peurs davantage publiques. Nous avons interrogé les Français sur leurs peurs sociales et sociétales, mais aussi sur les peurs politiques, même si notre questionnaire n'est pas, loin de là, uniquement sur les peurs politiques. Et nous avons découvert quoi? Nous avons découvert d'abord un niveau de peur extrêmement élevé dans la société française. Les Français sont dans une proportion d'environ 40 à 50%, déclarent que ça leur arrive très souvent, ou assez souvent, d'avoir peur. Bien. Et on avait aussi voulu aller plus loin et demander, est-ce que vous êtes, selon vous, peureux? Là, c'est plus difficile de se qualifier soi-même de peureux. Et là, c'est plus d'un tiers de la population française, en effet, qui se définit comme peureux. Et quand vous rentrez dans le détail des peurs, vous apercevez qu'il y a des peurs qui atteignent des niveaux extrêmement impressionnants, aussi bien sur la scène nationale que sur la scène internationale. La peur du terrorisme, par exemple, est quelque chose d'extrêmement présent dans la société française. La peur du réchauffement climatique est quelque chose de très présent, particulièrement chez les moins de 40 ans, beaucoup moins présent chez les plus de 40 ans. Il y a une rupture générationnelle, mais c'est quelque chose de très présent. La peur de l'insécurité. Alors l'insécurité dans son double visage, à la fois l'insécurité économique et l'insécurité dans la rue, l'insécurité publique. L'insécurité économique, par exemple, le nombre de Français qui aujourd'hui sont persuadés que leurs enfants auront une condition sociale beaucoup moins bonne que la leur, est extrêmement élevé. Ça, c'est quelque chose qui a changé fondamentalement dans l'intergénérationnel dans les années 90. Avant les années 90, les Français étaient persuadés, à tort ou à raison, que la génération des enfants connaîtrait une amélioration des conditions de vie, du bonheur, si tant est que l'on puisse cerner cette notion fugitive qu'est le bonheur. Depuis les années 90, ça ne cesse de se dégrader. Dans l'intergénérationnel, maintenant, c'est à peu près 2 tiers des Français qui sont persuadés, quel que soit le milieu social, vous voyez, que pour leurs enfants, ça va être beaucoup plus dur que pour leur génération. Ça, depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ces anticipations négatives sont
tout à fait nouvelle. Donc, une peur qui est à un haut niveau et une peur qui se dissémine. Ce qui est très impressionnant dans la société française, c'est que la peur se dissémine quel que soit le milieu social, quelle que soit la région. Hein? Quel que soit l'âge, c'est un peu moins vrai. Mais il n'y a pas de, si vous voulez, les ouvriers et les employés n'ont pas davantage peur, à tous les niveaux, que les cols blancs, les couches moyennes, les gens aisés, les professions libérales, etc. Hein? Quel que soit le niveau d'études. Oui, on pourrait se dire, tiens, le niveau d'études pourrait être éventuellement une protection contre des peurs qui auraient, avec de multiples guillemets, un aspect irrationnel, etc. Pas du tout. En revanche, il y a deux populations qui, à peu près, quelles que soient les peurs, sont beaucoup plus exposées. Une, c'est assez simple, évident, ce sont les femmes. Les femmes déclarent, aussi bien dans les peurs privées, dans les peurs sociales, que dans les peurs collectives, un niveau de peur beaucoup plus important que dans la population masculine. Mais tout de suite, attention, il y a peut-être un biais qui est tout simplement lié à l'éducation des hommes. Hein? Même pas peur. Moi, je me souviens, je suis un enfant des années 50, mon grand-père m'emmenait, c'était sa joie, dans les forêts mosellanes, se promener dans la nuit noire, à minuit en général, et ma grand-mère était affolée, il disait « mais il faut qu'il devienne un homme ». Alors le petit homme que j'étais était extrêmement inquiet, serrait la main de son grand-père au fur et à mesure où on s'enfonçait dans la forêt noire. Et à ce moment-là, mon grand-père me lâchait la main et il me disait « me serre pas la main comme ça, tu n'es pas un soldat du pape. » Il faut que tu sois un vrai soldat, mon fils, mon petit-fils plutôt. Hein? Tu n'es pas un soldat du pape. Bien. Et donc j'ai été élevé comme ça, j'ai été élevé dans ce culte du même pas peur. Vous en faites pas, j'ai peur et je suis angoissé comme tout le monde. Hein. Mais je crois que dans ces peurs déclarées, la population masculine sous-déclare, alors que la population féminine parle davantage vrai, au plus proche de ses pratiques. Hein. Et qu'il faut faire très attention, donc, certes, les peurs, d'abord les femmes ont des raisons, par exemple dans la rue, d'avoir davantage peur que les hommes. Hein, les agressions, les incivilités sont majeures dans certains milieux par rapport aux femmes. Donc les femmes et les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont le plus touchés par la peur. Pour de bonnes raisons, c'est eux qui sont victimes le plus de l'insécurité. Et d'autre part, ils ont peur, même sur des peurs, j'allais dire, de vieux. La peur de la maladie, la peur de mourir. Hein, vous voyez ? Donc c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, nous avons des nouvelles générations taraudées par la peur. La peur de l'avenir et les peurs climatiques, mais qui se traduisent non seulement par des déclarations extrêmement élevées de peur, mais par un changement des pratiques. Je vois par exemple chez mes étudiantes, depuis 10 ans, ça n'arrivait jamais auparavant, j'ai 30% de mes étudiantes qui disent « je ne ferai pas d'enfant ». Pourquoi ? Parce que, pas d'enfant. Qui le disent très clairement. Pas d'enfant parce que ce qui les attend est effrayant. C'est la fin du monde. Vous savez que 40% des jeunes Français nous disent qu'ils croient à la fin du monde dans les décennies qui viennent. À la fin du monde. Vous voyez, comme anticipation de l'avenir, si vous voulez, on a fait travailler à Sciences Po. Sciences Po, c'est un milieu de gosses privilégiés. Enfin, de gosses, ils m'entendaient, d'étudiantes et d'étudiants, comme on dit, privilégiés. On leur a fait faire, à la suite d'un questionnaire sur leurs attitudes culturelles, etc., on leur a fait faire, on leur a posé une question libre. On leur a dit « Comment imaginez-vous l'avenir ?» En une page. C'est absolument effarant. 80% des conceptions de l'avenir sont des dystopies. 80%. C'est catastrophiste, la conception qu'ils ont du monde. Hein, et de l'anticipation, mais également du monde qui les entoure. Quoi. Hein. Donc, en effet, hein, deux populations, là, qui sont deux populations très, très touchées
par ce phénomène de peur. Alors, pourquoi ce haut niveau et cette dissémination? Si vous voulez, pendant des décennies, et Jean Delumeau nous l'a très bien montré, les peurs étaient mises en sens collective par la religion. C'était la religion qui encadrait tout le registre des peurs et qui leur donnait, que ce soit les religions chrétiennes, la religion juive, qui leur donnait du sens, qui les mettait, j'allais dire, en musique, ces peurs. Et puis, c'est pas devant l'homme qui nous a éclairé tellement sur la sortie du religieux. À partir du XIXe siècle, le processus de déclin du religieux, de la sortie du religieux commence son œuvre, ou continue son œuvre d'ailleurs. Et le XIXe siècle va être un siècle davantage positiviste, pour reprendre les catégories d'Auguste Comte, qui croit dans les vertus de la raison, et en particulier de la raison scientifique. On sort de l'âge théologique pour aller dans l'âge positif de la science. C'est le siècle de Marie Curie, de Pasteur, et la science va contribuer à calmer les peurs. On va soigner la tuberculose, l'âge de vie moyen va augmenter, donc certaines grandes peurs vont pouvoir se calmer, être d'une certaine manière, pas aussi puissamment, mais être encadrées par la foi dans la science. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez un troisième élément qui va venir, c'est le rôle de la puissance publique, l'apparition de l'État-providence. La providence, d'ailleurs, c'est une notion religieuse. Et l'État, la puissance publique, va dire, écoutez, aux populations, non seulement la science nous a permis de franchir de gros progrès quant à la protection de la condition humaine, mais nous, puissance publique, nous allons sur les grands risques de la vie. Au début, les 4 grands risques de la sécurité sociale, lorsqu'elle est mise en place. Nous allons vous protéger. Et donc cet encadrement par la science, par la puissance publique, une puissance publique qui, là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez Michel Schneider, un homme qui avait plusieurs cordes à son arc, qui était à la fois romancier, un musicien exceptionnel, et un homme qui, Michel Schneider, est psychanalyste, bien sûr, et qui avait écrit un livre qui n'a pas été très lu, mais qui est très intéressant, qui s'appelle Big Mother, essai sur une psychopathologie de la vie politique, et dans lequel il dit, attention, au travers de la figure de l'État-providence, c'est une figure maternante qui va se mettre en place. La puissance publique quitte le registre de la figure paternelle, régalienne, si vous voulez, d'une certaine manière, pour devenir une figure qui est celle de Big Mother, une fonction maternante, avec d'ailleurs l'idée que, voilà, et Michel Schneider disait, attention, ça va transformer les citoyens de plus en plus, ça va les infantiliser, cette figure de la Big Mother. Parce que le jour où la Big Mother ne pourra plus fournir, ne pourra plus satisfaire les enfants en colère, attention, attention. Et ce livre, que je fais lire souvent à mes étudiants, les surprend, les irrite beaucoup, parce que ce n'est pas la conception qu'ils ont, mais il faut bien un peu qu'ils soient irrités, ces jeunes, de temps à autre. On n'a pas tous à souffler dans le même sens. Et il y a là, chez Michel Schneider, à mon avis, une intuition qui était une intuition très forte. Et puis, peu à peu, le principe de réalité s'est imposé. Et je donnerai 2 dates. Les années 80, le début de la crise de l'État-providence. L'État-providence commence à rentrer dans un processus qui est en train d'être à un point d'acmé, avec le niveau atteint par les dépenses publiques et la dette publique, commence
à rentrer dans un processus qui est un processus qui va se traduire aujourd'hui par la dégradation des services publics, etc. Et puis, deuxième élément, la foi dans la science va s'inverser. Moi, je citerai 70, le rapport sur les dégâts du progrès. Le progrès est, si je permettez ce néologisme, est négativisé. Ça y est, la science ne devient pas un moyen de résoudre les problèmes, elle devient un problème par elle-même. Va apparaître plus tard le principe de précaution, etc. Vous voyez tout le cheminement. La science devient le problème. La science et les développements technologiques deviennent le problème. Donc, nous sommes depuis les années 90, au fond, dans une situation où il n'y a plus aucun principe régulateur de la peur. Et très souvent, j'en discute avec il y a un auteur hongrois extrêmement intéressant qui enseigne en Grande-Bretagne, qui a beaucoup travaillé sur la peur, qui s'appelle Frank Furedi, et qui a écrit 2 livres qui s'appellent The Culture of Fear and The Politics of Fear, la culture de la peur. Et alors, il ne travaille pas comme moi à partir de quantitatifs, mais il travaille à partir d'autres matériels, romanesques, témoignages, etc. Et il aboutit à la même conclusion. Il n'y a plus de principe régulateur de la peur. Et donc la peur peut monter en puissance, en dépit, vous voyez, de facteurs qui devraient la calmer, le niveau d'éducation moyen, etc., les progrès tout de même qui continuent, l'espérance de vie qui continue. Eh bien, en dépit de tout ça, pas du tout, la peur monte et la peur se dissémine absolument, absolument partout. On rentre dans ce que Furedi appelle une société de la peur, une véritable société de la peur avec des entrepreneurs de peur. Parce que bien sûr, sur le terrain social, sur le terrain politique, la peur est une ressource que l'on peut mobiliser pour animer certaines passions collectives, certes des passions négatives, mais on peut animer des passions positives de temps en temps et assez souvent des passions négatives. Et donc, nous en arrivons là, et on est arrivé à la fin à une typologie. On s'est efforcé avec calcul statistique moderne, d'essayer de distinguer des types de Français par rapport aux peurs. Et nous arrivons à 4 populations, essentiellement. Le principe, si vous voulez, statistique très simple, c'est on agrège les gens qui, sur plusieurs dimensions, ont le même type d'attitude ou d'opinion, d'opinion et d'attitude. Attitude, au fond, ça renvoie à idéologie, attitude, opinion. Voilà. Et puis, qui sont le plus différents des autres groupes. C'est ça le principe. Principe d'analyse discriminante, comme on dit. Bien. Donc, premier groupe, très minoritaire, les sans-peur. Les sans-peur, ce sont avant tout des hommes, et des hommes jeunes. Mais je viens sur ce que je disais tout à l'heure, ils sont 7%. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup. Et ils ont un niveau de peur extrêmement faible. Extrêmement faible, très peu de peur sociale, une déclaration de peur personnelle très faible, absolument pas de peur politique, ça ne les intéresse pas même. Voilà. Bon. Et puis 3 autres groupes beaucoup plus conséquents. Un groupe qui est un groupe intéressant, qui est un groupe avant tout animé par quelques grandes peurs sociales, mais surtout des peurs politiques. Et là, on en vient au problème de la démocratie. C'est 40% des Français qui sont inquiets sur l'avenir de la démocratie, qui ont l'impression que la démocratie n'est plus un avenir, qu'elle est une réalité contemporaine menacée et qui nourrissent une forte nostalgie du passé démocratique. C'est là aussi un livre qui, hélas, je trouve, n'a pas été assez lu, que vous connaissez certainement, qui est le livre de Guy Hermet, qui était un professeur de Sciences Po, spécialiste des sorties de dictature, et qui s'appelle « L'hiver de la démocratie », où Guy Hermet, dans les années 90, disait « Attention, on est tous persuadés que la démocratie n'a qu'au fond un printemps et un été éternel. » Mais, dit-il, attention, il y a des signes majeurs d'automne de la démocratie. Et il y a peut-être des signes même lourds que nous rentrons dans un cycle d'hiver de la démocratie.
avec deux risques sur lesquels il insistait beaucoup, le populisme et la gouvernance technocratique. Et ce livre mérite d'être lu parce qu'il y avait un côté, il n'y avait pas beaucoup de gens qui à l'époque, en effet, avançaient ce type de thèse. Et c'est peut-être parce qu'il ne faut jamais déranger trop tôt. Les gens préfèrent être dérangés trop tard. Donc, il y a cette population. Alors, c'est une population dans laquelle on retrouve pas mal d'électeurs de gauche et pas mal d'électeurs du centre et du centre droit. Ce sont des gens en général d'assez haut niveau d'études, plutôt des cadres d'école blancs, eux-mêmes ayant un assez haut niveau d'études. Les peurs politiques chez eux, avec des peurs sociales aussi. Mais les peurs politiques sont présentes, très présentes. Et la peur de la dictature, la peur de la démocratie libérale, bien sûr, on ne la qualifie pas comme ça, mais est très très forte chez eux. Même la peur de la prise du pouvoir par l'armée. Voilà, on se fait des scénarios catastrophes. Voilà. Vous savez que c'est 25% des Français qui aujourd'hui n'ont pas en peur, mais disent au fond, ça serait peut-être pas mal, étant donné la profondeur de la crise de la démocratie, que l'armée prenne le pouvoir. Vous vous rendez compte? Ça fait tout de même un Français sur 4. Et quand vous regardez par âge, plus on est jeune, plus on croit à ça. Hey. Parce qu'il n'y a pas les mêmes systèmes de protection, j'allais dire, ou d'interdit, et puis les mêmes connaissances générationnelles. Donc, ça, c'est la deuxième population. La troisième population, c'est une population très féminine, plutôt de droite classique, de droite conservatrice, plutôt du middle age, et qui a beaucoup de peurs sociales, sociétales et individuelles. Ce sont des gens, en effet, qui ont des peurs. Les peurs politiques ne les animent pas énormément, mais il y a des peurs qui vont jusqu'à des peurs privées, la déclaration de peurs privées assez importante et qui rentrent dans un système d'écho. On est dans une population, ça représente 25% de la population française à peu près. On rentre dans un système d'écho avec où peurs privées et peurs sociétales font ensemble, sont structurées ensemble. Et puis, quatrième population, qui, moi, m'a beaucoup intéressé, étant donné que je travaille là-dessus depuis très longtemps, ce que j'ai appelé les insécures culturelles, pour reprendre l'expression du regretté Laurent Bouvet. Alors là, ce sont des gens très intéressants, c'est des gens, avant tout, ce sont des hommes, plutôt de la maturité, plutôt de milieux populaires ou petite classe moyenne, qui n'ont pas de peur politique, ils n'ont pas de crainte sur l'érosion de la démocratie, ils ont assez peu de peur privée, assez peu de peur sociale, mais alors, ils ont une peur culturelle phénoménale. Ils ont peur que leur mode de vie se défasse, que leur patrimoine culturel s'effondre. Et ça, ce sont avant tout des électeurs du Rassemblement national, qui, vous voyez, sont en cela très différents des autres, très différents des électeurs de gauche, très différents des électeurs de droite, très différents des sans-peur. C'est véritablement axé beaucoup sur des peurs relatives au mode de vie. Au mode de vie. Et ça représente tout de même aujourd'hui 25% de la population française. Et c'est, si vous voulez, l'infrastructure forte de ce vote aujourd'hui extrêmement puissant en faveur du Rassemblement national. Alors, pour conclure, on conclut dans le livre sur les espoirs. Alors, il y a aussi toutes les peurs internationales sur lesquelles je n'ai pas insisté, c'est majeur aujourd'hui. Et les peurs internationales, les 3 pays qui apparaissent en tête, c'est la Russie, l'Iran et l'Afghanistan. La Chine apparaît nettement après.
Mais Russie, Iran, Afghanistan, ça c'est très très fort. Voilà. Corée du Nord est assez haute, oui, bien sûr. Ouais. Oh, ce sont des peurs très partagées. Hein, très partagées par l'ensemble de la population, sauf les sans-peurs. Hein. Mais les peurs géopolitiques sont des peurs très partagées par l'ensemble de la population. Et ce qui est très intéressant, c'est que les pays qui font le moins peur aujourd'hui sont les pays qui faisaient le plus peur dans les années d'après-guerre. C'est l'Allemagne et le Japon. Oui, hein, c'est extrêmement intéressant. Hein, extrêmement intéressant, parce que moi qui suis né en Alsace-Lorraine, je vous assure que ce qu'il fallait bien rappeler, la haine de l'Allemagne, c'était quelque chose. Tout de même, j'ai eu beaucoup de mal. Je raconte ça toujours, je vais terminer parce que ça apportera un petit sourire. J'ai été élevé dans la Moselle qui avait été annexée. Ma mère était devenue allemande, comme toute ma famille, pendant la guerre, et avait été envoyée en Allemagne pour être nazifiée, parce qu'on n'avait pas confiance en eux. Et quand j'étais enfant, je suis né en 1950, j'adorais ce que vous appelez, vous voyez, le nom ne me vient pas, ce qui veut dire que ça va très... Une pâtisserie, vous savez, qui ressemble à une oreille. Non, non, comment ça s'appelle? Vous voyez, ça c'est très intéressant. Non, 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 un palmier. Vous voyez, mais c'est tellement, vous voyez, vous vous rendez compte à mon âge, c'est inquiétant. Voilà. Et moi, je me souviens, mon père avait déménagé, il était professeur, il avait déménagé de l'Est dans l'Ouest. J'étais tout petit. Et j'arrive à l'âge de 9 ans et je demande à la boulangère une oreille de Prussien. Parce qu'en Moselle, on appelle ça une oreille de Prussien. Et la boulangère m'a dit, mais j'ai autre chose à faire, tu te fous de moi, etc. Et non, je lui ai dit, l'oreille de Prussien. Mais elle me dit, petit imbécile, on appelle ça donc un palmier. Mais vous voyez encore, je passe devant une boulangerie et ce qui me vient spontanément, tiens, c'est je vais m'acheter une oreille de Prussien. Hein, mais enfin, aujourd'hui, vous voyez, on peut véritablement tirer un trait sur cette période, puisque les Français, aujourd'hui, considèrent en effet que nos voisins d'outre-Rhin ne sont pas des menaces loin de là. Voilà un peu, si vous voulez, ce que je voulais dire, mais ensuite, on peut élargir sur le débat de la question démocratique stricto sensu. Merci beaucoup Pascal Perrineau. On va essayer de poursuivre cet échange, notamment et essayer de se rapprocher également des questions qui préoccupent la communauté juive aujourd'hui. On a parlé à la fois d'idéologie, Marcel Gauchet, des peurs avec Pascal Perrineau. Je voulais vous interroger pour savoir, entre guillemets, qui vient en premier. Est-ce que ce sont les idéologies qui créent des peurs, qui attisent des peurs comme un fonds de commerce électoral, ou bien ce sont les peurs qui créent, qui produisent des idéologies? Et derrière cette question, également, essayer de voir quelle place occupe la peur, notamment dans l'irruption de l'antisémitisme dans les sociétés. On sait que l'antisémitisme a beaucoup prospéré à travers des grandes peurs, souvent complètement irrationnelles. On pense aux Juifs empoisonneurs d'eau au Moyen-Âge, à la rumeur d'Orléans plus récemment, les Juifs qui dominent le monde, etc. Est-ce que vous voyez, vous faites un lien entre l'idéologie, la peur et l'irruption, l'émergence de l'antisémitisme? Alors, les idéologies, en général, jusqu'à présent, étaient plutôt des réponses à la peur et des moyens, au nom de l'avenir, de dépasser un présent inquiétant. Le tableau que dresse Pascal Perrineau permet de comprendre le brouillage intellectuel et idéologique du moment. C'est que aucune idéologie ne répond véritablement à ces inquiétudes nouvelles. Alors, toutes ont des réponses, par exemple, à la crise écologique. Pour employer l'expression la plus banale qui soit, il y a une vision libérale de la crise écologique. On peut y répondre par un surcroît de capacités techniques et scientifiques. Il suffit de réorienter la recherche
vers des solutions à cette question, de repenser toute une série de techniques. C'est en gros d'ailleurs la ligne dominante des gouvernements occidentaux. Il y a une réponse socialiste, au fond, c'est d'ailleurs celle qui domine en général les partis qui se disent écologiques, qui sont des partis d'extrême gauche, en général en Europe, de façon assez claire, de manière dominante en tout cas, puisqu'il y a des sensibilités écologistes politiquement différentes, mais c'est celle-là qui domine. Tout simplement, c'est une question de réponse à la fois technique, évidemment, de réaménagement de la vie économique, en général sous un signe de décroissance, et de davantage de justice sociale. Et puis, il y a une réponse conservatrice qui n'est rarement à l'œuvre dans le discours public, mais qui est très forte. Là, je serais curieux. Je n'ai jamais trouvé d'ailleurs de réponse dans les enquêtes d'opinion à cette question qui me paraît très intéressante. C'est l'idée tout simplement qu'il y a une embardée de la modernité. C'est souvent lié à des convictions religieuses profondes. Il y a une embardée matérialiste, au fond, de la modernité vers la consommation, vers un surcroît de biens en tout genre, et qu'il faut revenir à une sorte de sobriété avec une limitation autoritaire de certains comportements liés à l'hédonisme ambiant des sociétés de consommation qui permettrait de répondre au clivage écologique, mais au défi écologique. Mais aucune de ces réponses n'est véritablement appropriée au type de peur qui se manifeste aujourd'hui. Et je pense que ça explique une partie de cette situation politique d'inquiétude, y compris sur le devenir de la démocratie, c'est le sentiment de beaucoup de citoyens de ne pas savoir quoi penser et à qui se fier. Chose assez nouvelle par rapport à ce qu'a été la trajectoire démocratique, où il y a eu des évolutions importantes des convictions et des systèmes de pensée, mais où cette question-là ne se posait pas vraiment. C'est une question nouvelle. Qui a la réponse à ces émergences affectives et très peu intellectuelles, parce que c'est le point, on ne va pas entamer un débat entre nous, ce sont des peurs que d'ailleurs, dans un premier temps, on a beaucoup dit irraisonnées. Pourquoi on regarde d'un fonctionnement normal de nos sociétés, et qui, de ce fait, ont du mal à s'ajuster aux convictions régnantes, ou telles qu'elles sont structurées, en tout cas par le système politique. Il y a un désajustement des sensibilités au sens profond du terme. C'est un mot que je suis très partisan de cultiver et de raffiner parce qu'il a beaucoup de sens. Aujourd'hui spécialement, il y a un décalage entre ces sensibilités qui sont derrière les peurs que vous évoquez et les systèmes de croyances dominants dans nos sociétés, religion y compris, qui ne répondent plus du tout au type de sentiments que suscite le fonctionnement social. Donc on est devant quelque chose de nouveau. Alors, j'en viens à la question de l'antisémitisme. Je crois que je fais partie des gens, en tout cas, c'est un débat avec quelques-uns de mes amis juifs, je poursuis depuis très longtemps, c'est l'antisémitisme éternel et l'antisémitisme mouvant. Moi, je crois qu'on est devant quelque chose de très nouveau. Il y a une sensibilité à l'intérieur du monde juif à l'idée d'une espèce de permanence d'un antisémitisme qui a des hauts et des bas, qui prend des thèmes différents, mais qui relève au fond d'une sorte de continuité historique à laquelle on ne peut pas grand-chose finalement, si ce n'est de le contenir par des moyens qui sont politiques. Moi, je crois qu'on est devant quelque chose de nouveau. Je ne dirais pas qu'il y a une peur du type de celle qu'on a connue, historiquement, que vous avez rapidement située. Il n'y a pas beaucoup plus à dire que ce que vous avez dit. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est pas il y a la nouvelle sensibilité antisémite qui existe, qui est forte, on en reparlera plus précisément, n'est pas de l'ordre d'une peur, mais de l'ordre d'une condamnation morale.
Il y a une sorte de vision de l'immoralité politique du peuple juif, qui s'incarne évidemment autour d'Israël. C'est là que ça se passe. Et c'est pas qu'on a peur d'Israël, personne ne fantasme sur les... On peut penser que les Russes vont envahir l'Europe, bon, ça, apparemment c'est une conviction assez répandue. On ne pense pas qu'Israël va débarquer sur les côtes européennes pour instaurer une tyrannie juive. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a une condamnation morale. Et c'est ce qui la rend d'ailleurs très redoutable, parce que c'est le genre de choses avec lesquelles l'argumentation est très difficile. Et le combat, en plus, est difficile parce que c'est l'idée du bien contre le mal, qu'on retrouve quelque chose de très primitif dans cette manière de juger. Et je crois que c'est cette nouveauté-là qu'il faut saisir. Alors on peut dire c'est une variation sur un vieux thème, peut-être, en partie, certainement, mais il y a quelque chose de profondément nouveau qui ne s'apparente pas à la peur. Mais je serais curieux d'entendre, évidemment, Pascal sur ce sujet. Je me permets juste un point de précision, Marcel Gauchet, parce que vous avez été notamment l'auteur d'un livre qui a fait date sur le désenchantement du monde, et Pascal Perrineau a évoqué justement votre analyse sur le repli du religieux et ses conséquences dans la société. Le désenchantement du monde, vous en direz un mot mieux que moi, mais c'est simplement l'idée que le monde moderne aujourd'hui n'est plus enchanté par les récits bibliques notamment qui pouvaient donner du sens, une vision de progrès, une vision positive vers l'avenir. Et donc il y a une forme, avec ce repli, ce déclin du religieux, une forme de désenchantement de la société moderne. Pardon de résumer votre thèse. C'était mon premier sujet de dissertation en classe préparatoire, le désenchantement du monde. Alors c'est pour moi émouvant de vous avoir aujourd'hui à côté de moi. Mais est-ce que cette forme d'hystérie de l'antisionisme, de l'antisémitisme, qui effectivement se drape derrière toute une série de vertus autoproclamées, naît sur ce terreau finalement d'un monde désenchanté, d'une jeunesse ou de sociétés qui n'ont plus vraiment de valeurs fortes auxquelles se rattacher et qui investissent la cause palestinienne en l'occurrence par exemple, de toute une série de vertus qui sont plus fantasmées que réelles. Alors, j'ai apporté quelques éléments de réponse et puis ensuite je repasserai la parole, si vous le permettez, à Marcel Gauchet. Je partage tout à fait l'analyse qui consiste à dire qu'aujourd'hui l'idéologie est un problème parce que l'idéologie n'est plus un système de réponse, hein, ou peu. Hein. Le pluralisme idéologique, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a permis l'apparition de ce que beaucoup d'analystes, en particulier anglo-saxons, lorsqu'ils analysent le populisme, appellent les idéologies faibles. En disant le populisme, au fond, c'est une idéologie faible. C'est une idéologie faible qui est simplement une lecture extrêmement binaire de la société, le peuple et les élites, et puis ensuite la mise en place, en effet, d'un cadre politique où un leader plus ou moins charismatique est censé, au-delà des corps intermédiaires, être la voix de ce peuple. Bien. Ce populisme, en effet, la plupart des meilleures analyses disent c'est en fait une idéologie très faible qui est sans arrêt d'ailleurs à la recherche de ce qu'ils appellent host ideology, hein, une idéologie d'accueil, une idéologie haute. Et ça peut se greffer aussi bien sur le nationalisme que sur le socialisme, réellement. Mélenchon en est un exemple, le communisme, Podemos en est un autre, Chega en est un autre, aussi bien à gauche qu'à la droite et à la droite extrême, et même ça va toucher d'autres, j'allais dire, sensibilités ou familles politiques plus paisibles, jusqu'au cœur même du libéralisme, même si le libéralisme est plus allergique, hein, à la figure populisme. Enfin, il y a des leaders conservateurs. Un type comme Klaus en Tchéquie est un populiste conservateur. Hein. Donc, je partage complètement cette analyse. Alors, ce citoyen qui, en effet, n'a plus le filtre idéologique pour répondre à ses inquiétudes, aux peurs qui le taraudent, est devenu ce qu'un de mes collègues américains appelle un citoyen sentimental. Hein.
le citoyen devient de plus en plus un citoyen affectif, animé et orienté par un système de sensibilité. De sensibilité, de passion. Je citais tout à l'heure les passions positives et les passions négatives. Et quand on regarde la psychologie politique, qui est un courant qui se développe beaucoup chez nos amis anglo-saxons, on s'aperçoit que dans des analyses multicausales, les facteurs de psychologie deviennent de plus en plus lourds pour apporter un éclairage sur l'orientation des comportements politiques, beaucoup plus que les héritages idéologiques, la socialisation familiale, etc. La dimension psychologique est extrêmement importante. Et là, je raccrocherai sur l'analyse que vous connaissez tous, bien sûr, sur l'antisémitisme, qui est l'analyse de Poliakov. Dans la superbe collection de Raymond Aron, Liberté de l'esprit, la causalité diabolique, essai sur l'origine des persécutions humaines, je crois. Et dans lequel Poliakov dit la chose suivante. Il dit en effet, le regard que je jette sur l'histoire du XVIIIe, du XIXe et du XXe, c'est un regard où je repère qu'à l'occasion de chaque grande crise, que la crise soit économique, que la crise soit sociale, que la crise soit culturelle ou politique, et aujourd'hui, au fond, on est, vous savez, dans une situation certains appellent la polycrise, c'est-à-dire que tous les facteurs sont en train de se coaliser, eh bien, il y a toute une partie de la population qui devient de plus en plus allergique par rapport aux explications des phénomènes sociaux et politiques en termes de causalité rationnelle, scientifique, entre guillemets. Voilà, l'inflation, on peut l'expliquer de différentes manières, l'inflation de manière extrêmement sérieuse. On peut faire un cours sur l'inflation qui éclairera le phénomène aujourd'hui des tensions inflationnistes, etc. Et puis on peut aussi, et Poliakov dit, en période de crise, c'est extrêmement fort, toute une partie de la population chasse ce type d'explications sophistiquées, d'explications à dimension de causalité scientifique et se réfugie dans ce qu'il appelle, lui, la causalité diabolique. Si tel phénomène vous arrive, c'est parce qu'il y a des diables qui vous veulent du mal. Voilà. Et parmi ces diables, les Juifs. Voilà. C'est la Révolution française, le complot judéo-maçonnique, enfin, et voilà, il donne de multiples exemples dans le phénomène de causalité diabolique. Et je crois que quand vous vous entretenez, ce qui a été mon cas, parce que je les ai affrontés beaucoup à Sciences Po pendant quelques mois et quelques semaines, à certains étudiants particulièrement excités sur les problèmes de Gaza et de la Palestine, eh bien, voilà, ce sont des gens qui sont animés au bout d'un moment. Ils sont beaux être dans l'enseignement supérieur, avoir parfois 6 ans d'enseignement supérieur derrière eux. Ils fonctionnent entièrement à la causalité diabolique. Entièrement. Et le diable, c'est véritablement le juif, Israël, la figure bien sûr de Netanyahou, puis maintenant alors Ben Gvir, on le convoque, etc. Et alors là on a peut-être quelqu'un qui a une composante un petit peu préoccupante, voilà. Et donc quelque part le fantasme rejoint la réalité, alors là il n'y a rien de pire. Donc on a une résurgence en effet, moi je regarde chez mes étudiants, ça me frappe, une résurgence des mécanismes de causalité diabolique. Alors tout ça est lié également à leurs nouvelles sources d'information et aux bulles cognitives dans lesquelles ils fonctionnent, c'est-à-dire ils ne sont plus, on parlait de pluralisme tout à l'heure, mais toutes nos générations, même en mai 68, nous étions soumis à une diversité de sources d'information. Maintenant, 80% des étudiants ne sont plus soumis à une diversité de sources d'information. Ils fonctionnent dans ce que Bronner appelle la bulle cognitive. Ils sont entre eux. Et donc, c'est redoutable, parce que pour rentrer ensuite, casser ces bulles cognitives, etc., ça demande énormément d'énergie. Et ça favorise le retour en force, véritablement, de la causalité diabolique.
Hein. Ce n'est pas du tout un phénomène comme on avait pu y croire, la fameuse e-démocratie, l'amélioration. Tu parles. Hein. C'est un phénomène régressif auquel on est en train d'assister, qui est tout à fait inquiétant. Hein, qui est tout à fait inquiétant et qui rend, bien sûr, la lutte contre ce nouvel antisémitisme dont parle, ou ce nouvel antisémitisme sur le thème de l'immoralité du peuple juif extrêmement difficile, parce qu'il y a la figure du diable et il y a la nouvelle figure de celui qui va nous libérer, c'est la figure du fédayine palestinien. Ils se trimballent tous avec le kéfier, etc. Voilà. Hein, et c'est le nouveau Che Guevara. Les imbéciles de ma génération se trimballaient avec Che Guevara. Eux, ils se trimballent avec le kéfier. Hein, et c'est absolument, mais c'est devenu un phénomène suffisamment fort quantitativement pour qu'on s'en rende compte, quoi. Hein, et donc, ils ont la figure du bon et du méchant. Et donc, le théâtre sinistre peut commencer. Aux questions dans quelques instants, j'aimerais oui, alors, il y a une part, je le disais tout à l'heure, il y a la difficulté de l'analyse du présent, c'est ce mélange de récupération de figures du passé et d'innovation. C'est ça qui est toute la difficulté de la chose, parce que par rapport à la causalité diabolique que Léon Poliakov analysait, elle se greffait sur deux piliers, un pilier de gauche, si j'ose dire, qui était le juif et l'argent. Hein, donc il y avait la mouvance socialiste qui mettait en accusation le capitalisme, mais la figure proprement antisémite du capitalisme, c'était le capitalisme juif, la banque juive. Enfin, on n'a pas besoin, c'est pas besoin d'entrer ici dans les détails. Mais c'était une menace interne à nos sociétés. C'est avec l'idée, chez les plus radicaux, si je puis dire, d'une prise de pouvoir potentielle par cette hydre judéo-bolchevique, on peut dire, dans un syncrétisme assez improbable. Ici, on a affaire à quelque chose de tout à fait nouveau. On n'a pas un péril interne. Ce qui est dénoncé, ce qui est la passion des étudiants, que j'ai moins vu que vous, mais que j'observe un peu plus à distance, elle est extérieure. Il y a pas ça concerne pas la société française, ça concerne pas les sociétés européennes. C'est une figure abstraite. Il y avait par ailleurs l'antisémitisme classique qui était nationaliste. Au départ, d'ailleurs, c'est le courant principal. Hein. Les Juifs comme menace de dissolution de la communauté nationale. Là aussi, on n'est plus du tout dans ce scénario-là. Là, c'était ça la causalité diabolique que Poliakov a analysée. On est sur, si je puis dire, l'antisémitisme 2.0, comme on dit, pour signaler la nouveauté du phénomène. Il est lié à la mondialisation. Et c'est autour d'Israël que ça se concentre. Ce n'est pas une menace interne. Et ça, c'est très nouveau. Je pense qu'il y a eu une externalisation qui est liée à la mondialisation. Et ce que représente Israël dans ce nouveau discours antisémite, qui refuse l'idée d'être antisémite, parce qu'il n'a effectivement rien à voir avec les images du passé. C'est un des pièges les plus redoutables dans le cas de figure. Israël, c'est la pointe avancée de l'Occident criminel. C'est ça la nouveauté.
oui, défenseur dans les faits, mais dans ce discours, figure de concentré, du colonialisme, du suprémacisme blanc. Enfin, il n'y a qu'à voir, le discours est limpide hein, quand on le regarde de près. Au fond, la pointe avec l'appui de la principale puissance occidentale que sont les États-Unis, c'est l'Occident dans ce qu'il a de maudit, dans ce qu'il a de criminel. Et c'est là-dessus que se concentre aujourd'hui le nouvel antisémitisme. Et c'est là qu'il faut aller le saisir. Évidemment qu'il recycle des attitudes, des passions anciennes, mais dans une cible profondément différente de celle du passé. Moi, je suis plus sensible à sa nouveauté qu'à sa tradition, si je puis dire. Mais c'est ça le débat. Et j'ai fait partie longtemps des gens pour qui l'existence d'Israël allait mettre fin mécaniquement à l'antisémitisme, parce qu'il y a un État des Juifs, un État comme les autres, qui est tout petit en plus. S'il était très gros encore, on pourrait discuter, mais ce n'est pas le cas. Et donc, ça n'avait plus de sens d'imaginer un complot juif pour la domination du monde. Il est clair qu'Israël ne dominerait jamais le monde. C'était même ridicule. Ça annulait toute une partie du discours antisémite classique. Mais aujourd'hui, on retrouve cette image d'une domination juive, non pas sous la forme d'un pouvoir interne à nos sociétés, mais de l'État dans lequel se ramasse tout ce que l'Occident a de pire, comme esprit de domination, de suprématie, de racisme, de colonialisme. Enfin, la liste est longue hein, quand on va dans le détail, et c'est là que ça se passe. Je pense que donc, il faut articuler l'ancien et cette nouveauté qui se greffe sur l'image d'Israël, et la peur, pour moi, elle se concentre dans la figure du dominé qu'est le Palestinien. Parce que c'est le Palestinien qui est le dominé par excellence, c'est pas nous. Hein, mais néanmoins, nous sommes tous complices d'une certaine manière par l'appui occidental global à Israël, avec toutes les nuances et les embarras qu'on connaît. Nous sommes tous culpabilisés. C'est quelque chose de nouveau. Si vous voulez, le discours pro-palestinien et l'antisémitisme anti-israélien se concentrent sur l'idée d'une culpabilité collective de l'Occident. C'est très nouveau. Et c'est une mise en accusation d'un genre nouveau. C'est pas le capitalisme, c'est pas le ferment de dissolution politique, c'est une sorte d'excroissance de l'Occident qui représente l'immoralité politique. Hein, je ne parle pas d'immoralité en général, mais la nature criminelle de l'Occident à l'heure d'une mondialisation et d'une sorte d'affirmation d'un Sud global comme lui représentant du bien. Parce que c'est ça, le bien est au Sud, le mal est au Nord. C'est là le nouveau partage du monde. Toute petite remarque, puisque nous avons fait 2 enquêtes dans la hiérarchie des peurs par rapport à différentes puissances dans le monde. Bien sûr, on pose la question d'Israël. En 2023, avant le 7 octobre, Israël était très faible sur l'échelle. Et en un an, le rejet d'Israël a énormément monté. Hein, de 2023 à 2024, c'est le pays pour lequel il y a le plus d'opinion négative, le mouvement d'opinion négative est fort. Et Israël, bien sûr, n'atteint pas le niveau de l'Iran, de la Russie, etc., mais devient maintenant, aux yeux de minorités importantes dans la population française, un État qui fait peur. Vous qui êtes des observateurs avertis de la vie publique, de nos sociétés contemporaines, une question un peu personnelle qui est probablement difficile à répondre directement, mais j'aurais voulu avoir votre sentiment. Est-ce que la communauté juive de France a des raisons de s'inquiéter pour son avenir en France, ou pensez-vous que notre société est capable de produire les pare-feux qui permettront de retrouver un apaisement dans notre société ?
si je puis me permettre de vous répondre, au niveau des autorités publiques, je ne pense pas que les Juifs français aient le moindre motif de s'inquiéter. Je pense impensable qu'il y ait la moindre mesure publique hostile à la communauté juive et aux Juifs individuels en particulier. Même en 2027. Mais, non. Même en 2027, si on a un duel LFI-RN. Oui, mais le problème n'est pas tant... Je veux dire, imaginons, ça me paraît très improbable, mais on peut envisager le cas, que Mélenchon devienne président de la République, parce que c'est le seul... ça paraît très peu probable, mais imaginons le cas. Je ne pense pas qu'il prendrait la moindre mesure politique de caractère antisémite. Je ne le crois absolument pas. Mais c'est dans la société que le problème se pose. Ce n'est pas au niveau politique. Et ce qui... Je n'ai pas entendu. Israël est fort. Oui. de l'armée d'Israël à Golan, d'accord, j'étais policier. Israël, plus que jamais, il est fort. Oui. On est trop fort et on n'est pas fait. Et il y a tout ce qui est... La plus grande population juive d'Europe et ici en France. Voilà. Quelle est la peur? Voilà. C'est pas Quelle est idiot, la ça. Voilà, c'est une pays puissante, la France. Vous êtes en Et train Israël, de- plus que jamais, elle fait le travail de tout le monde qui fait pas. Tout le monde dit la même chose ici. Tout le monde dit la même chose. Dire que les gens qui détestent les juifs, qu'est-ce qu'on a à foutre que les gens détestent les juifs? On est la meilleure. Quoi? C'est un cri du cœur plus qu'une observation. Là, on n'est pas dans le registre de l'analyse politique. Bon, mais ça fait partie du jeu politique. Non, mais c'est la menace qui pèse sur la communauté juive est plutôt d'un ordre social ou sociétal, c'est de vivre dans un climat d'hostilité sociale, dans un environnement extrêmement pénible à vivre. Oui, ça, on en a beaucoup de témoignages déjà. Et évidemment qu'une victoire supposée d'un courant radical comme pro-palestinien et anti-israélien de principe, avec les nuances qui vont très loin, c'est-à-dire l'impossibilité qu'il y ait un État juif. Parce que c'est ça qui est... Et c'est là qu'on retrouve quelque chose de très profond qui a à voir avec la logique exterminationniste, c'est qu'il n'y a pas de place pour un État juif dans le monde. C'est ça le point dernier. Hein, on entend ça très bien quand on regarde de près certains discours. Et là, effectivement, vivre dans cette ambiance-là, c'est profondément pénible. Mais ça n'est pas une menace politique directe. Je pense que les gouvernements, avec leur faiblesse chronique, essaieront de lutter contre ça. Je le pense, quel qu'il soit. Mais on a affaire à un courant d'opinion profond, important maintenant, qui, lui, représente une espèce d'environnement social extrêmement pénible à vivre. Ça, je le conçois, et difficile à combattre. À remercier à nouveau Marcel Gauchet et Pascal Perrineau, parce qu'on a à côté de nous deux grands amis de notre communauté, très courageux, qui prennent des positions. Je vous encourage à... Et ils le font simplement par intégrité intellectuelle et morale. Je vous encourage à lire l'interview de Marcel Gauchet qui est paru hier, je crois, dans l'Express sur l'antisémitisme. Pascal Perrineau, qui, comme il l'a dit, est un professeur émérite, toujours à nos yeux, de Sciences Po, et qui s'est confronté justement au climat. Ce qui lui a valu d'ailleurs de perdre, je crois, son titre de professeur émérite, ce qui à nos yeux est plus une promotion qu'un recul, mais c'est dire où on en est dans l'évolution, et ce que leur vaut leur courage de leur position. Donc, merci à nouveau pour votre présence ici. Non, si vous voulez, parce qu'on va passer rapidement la parole à la salle, bien sûr. Deux choses. C'est vrai que si on s'oriente, ce qui n'est pas l'hypothèse la plus probable, vers un second tour entre un candidat du RN et un candidat
déclaré de LFI, Jean-Luc Mélenchon, vous aurez le choix entre deux courants où, quelque part, l'ancien antisémitisme est à l'œuvre, le Rassemblement national, et un courant dans lequel le nouveau antisémitisme est à l'œuvre, et LFI. Voilà, voilà, oui. Oui, mais c'est pas... Si vous voulez, on peut en parler, mais pour moi, travailler depuis, si vous voulez, 30 ans maintenant sur le Front National et le Rassemblement National, c'est un appareil dans lequel, bien sûr, l'antisémitisme n'a plus, et heureusement, la place qu'il avait auparavant, mais dans lequel il est encore dans la chair vive du parti, des gens qui le font vivre sur le terrain. C'est encore une réalité. Hein. Ça me désole, mais c'est encore une réalité minoritaire, mais c'est une réalité. Bien. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, pour ce nouvel antisémitisme, il faut aborder la question qui fâche, et qui fâche énormément dans notre communauté quand on l'aborde, qui est celle d'un courant qui est très ancien, sur lequel Pierre-André Taguieff a beaucoup planché, qui est celui de l'islamo-gauchisme. Hein. Vous avez une partie de la population, on le voit lorsqu'on mesure les préjugés antisémites, une partie de la population des Français musulmans, qui, bien sûr, c'est minoritaire dans la population, mais de très grosses minorités de cette population sont animées encore par des préjugés antisémites. Et c'est étonnant de voir ça pour l'électoraliste que je suis. Le parti qui aujourd'hui a un véritable électorat confessionnel. D'habitude, on disait c'est la droite classique avec les catholiques. Eh bien, pas du tout. C'est LFI avec les Français musulmans. 60% des Français musulmans qui ont voté aux dernières législatives ont voté pour LFI. Donc, il y a quelque chose là d'assez étonnant et de très clair. Si vous voulez, une partie de ces Français musulmans se retrouve, bien sûr, dans ce nouvel antisémitisme qui rejoint d'ailleurs un vieil antisémitisme de toute une partie de la population, de population musulmane. J'ai vécu en Tunisie pendant très longtemps, je sais ce dont je parle. Il y a là quelque chose qui est très fort, avec lequel, en effet, la population juive doit vivre. Hein, mais je partage le sentiment qui est celui de Marcel Gauchet. Je ne crois pas que même si, par malheur, ces deux familles arrivaient au pouvoir, des mesures relevant de l'antisémitisme dont vous auriez directement à souffrir seraient mises en place. Ça, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont tout de même pas complètement allumés, et la société française est une société dans laquelle la résistance à l'antisémitisme reste forte. Hein ? Vous êtes... Pardon. Non, mais écoutez, c'est mesuré chaque année. Hein, c'est mesuré chaque année. Alors on peut dire que ces mesures ne servent à rien, ça ne mesure à rien. Bon, moi je veux bien. Mais si vous voulez, la population juive en France ne fait pas l'objet d'une stigmatisation majoritaire, loin de là, et même de grosses minorités. Hein, il y a, si vous voulez, la religion, quand on mesure par exemple la religion juive est une religion comme une autre, la religion protestante est une religion comme une autre, la religion catholique est une religion comme une autre, la religion juive a presque les niveaux de la religion protestante et de la religion catholique. Hein. Celle qui est vécue par une majorité de Français comme étant une religion pas comme une autre, c'est l'islam. Hein. Donc, je veux dire, il ne faut pas transformer, si vous voulez, le paysage en paysage de toutes les menaces. Il y en a suffisamment comme ça, je vous l'accorde, mais en paysage de toutes les menaces. Merci, merci. On va passer aux questions à la salle. Je voulais juste, avant de conclure ce tour de table, et vous donner la parole immédiatement, partager avec vous deux points de réflexion. Comme on l'a évoqué, on essaye ici au Centre Open Judaïsme toujours d'essayer de donner l'éclairage de la tradition juive sur la question qui est abordée. Je voulais réagir sur deux idées notamment qui ont été évoquées ici. Tout d'abord, ce que vous avez dit sur les peurs, et notamment le fait que dans les nouvelles générations, ces peurs sont très vives et amènent même à une vision catastrophiste de l'avenir, à des dystopies, voire même à des projections d'une fin de monde prochaine qui pourrait survenir. Cette idée m'a interpellé dans la mesure où le peuple juif, à travers sa longue histoire, a été pour le coup
victime et en proie à de terribles tragédies tout au long de son histoire. Et pourtant, je regrette que nos amis soient partis parce que c'est un point effectivement qui est important, il ne me semble pas que le peuple juif ait vécu dans la peur. Et aujourd'hui encore, je ne pense pas que le peuple juif vive dans la peur, bien qu'on soit conscient des menaces qui pèsent sur notre peuple et qu'on soit conscient de notre histoire et des tragédies qui ont émaillé cette histoire. Pour autant, le peuple juif n'a jamais cessé de se projeter vers l'avenir, de croire dans le futur, de bâtir des familles et également de contribuer dans la société aux progrès sociaux, économiques, scientifiques, dans une mesure très importante, parfois même nettement supérieure, incommensurable avec sa part démographique dans la population. Et donc on a ici une spécificité, probablement qui tient à la fois au récit religieux, à la foi, qui permet de se projeter dans l'avenir et de savoir que rien n'est jamais perdu, dans la tradition juive qui s'est construite aussi beaucoup en exil, et les sages de notre peuple ont donné au peuple des éléments pour pouvoir continuer à vivre une vie épanouie, bien qu'on soit en minorité, bien qu'on soit souvent opprimé. Et je pense que cette histoire-là a donné une caractéristique très spécifique à notre peuple, à travers son histoire, justement, de ne pas céder à la peur, de ne pas vivre dans la peur, tout en étant conscient, mais de pouvoir se projeter vers l'avenir et de participer, comme on l'a dit, donc à la construction des sociétés dans lesquelles on a vécu. Le deuxième point également que je voulais évoquer, juste pour faire un point sur vous savez, on dit chaque semaine, le Shabbat, une section de la Torah. Et le Shabbat dernier, on a lu une section qui évoque un épisode particulier de la Bible où les Hébreux étaient alimentés, vous savez, pendant 40 ans de la manne, une nourriture divine qui venait tous les jours. Et cette manne a donné lieu, au bout d'un certain temps, à une contestation de la part du peuple, une forme de révolte. Le peuple était lassé de cette nourriture céleste qui venait tous les jours, mais pour laquelle il n'y avait aucune certitude du lendemain. Parce qu'il fallait venir la chercher tous les jours et elle pourrissait le soir même. Donc on ne savait pas, en fait, chaque jour, de quoi allait être fait le lendemain. Seulement la foi permettait d'attendre, de recueillir cette manne. Et donc on a lu la semaine dernière que le peuple en est venu à se plaindre, non seulement à se plaindre, même à regretter les marmites fantasmées de l'Égypte, dans lesquelles les Hébreux étaient esclaves et vivaient une servitude terrible. Et les commentateurs mettent en exergue le fait que parfois, l'homme est prêt à renoncer à sa liberté par la peur. Par la peur, motivé par la peur du lendemain, par l'insécurité du lendemain, on peut parfois renoncer à ses valeurs morales, aux valeurs de liberté, pour essayer de privilégier un statu quo qui certes nous est très défavorable, mais que l'on connaît. Ça a donné lieu ensuite dans l'histoire des idées à de très nombreuses pensées politiques, notamment que ce soit la servitude volontaire chez la Boétie, Tocqueville qui pointait déjà dans la démocratie américaine le risque d'un repli identitaire qui allait ramener chacun à privilégier finalement son confort matériel sur un esprit pionnier, fondateur, constructif, ou encore Solzhenitsyn dans son discours à Harvard qui dénonçait justement une perte de hauteur de vue spirituelle de l'Occident en raison du confort, qui l'a amené finalement à renoncer à se battre pour les valeurs morales qui devraient être les premiers moteurs de notre conscience. Et aujourd'hui, je voulais simplement conclure là-dessus, je pense qu'on est aussi face à ce type de difficultés, d'aporie. On voit que, en tout cas à nos yeux, il nous semble évident qu'Israël se bat pour des valeurs morales importantes pour le monde libre, pour l'Occident, et qu'il affronte des dictatures dont tout le monde s'accorde à reconnaître le danger. Mais parfois, les arguments qui sont donnés pour s'opposer, ce n'est pas de dire la dictature iranienne, finalement, n'est pas grave. Ou bien, on peut s'en contenter. C'est de dire, il ne faudrait quand même pas que le prix du pétrole augmente trop. À l'image des marmites égyptiennes qui étaient fantasmées, il ne faudrait pas que le détroit d'Ormuz soit bloqué trop longtemps. Il ne faudrait pas quelque part que notre confort de vie occidental soit trop altéré. Et au lieu de voir finalement les dépendances que l'on vit, que l'on subit, vis-à-vis de régimes effectivement dictatoriaux dans lesquels les valeurs morales sont bafouées, on préfère privilégier finalement une forme de confort matériel plutôt que de se battre pour des valeurs morales qui mériteraient de l'être.
Je trouvais intéressant qu'on ait lu ce passage de la Torah justement à quelques jours de notre rencontre, parce que ça donnait un éclairage intemporel finalement, puisque c'est un passage de la Bible sur des problématiques qui restent très contemporaines. Voilà, je vous remercie. Et je vous passe la parole immédiatement pour... Là, pour le coup, c'est quelque chose qui dépend de nous, pour une part très importante. Parce que l'information, c'est quelque chose aussi qui est un bien revendiqué par les personnes. Et là, c'est très difficile. C'est une question qui regarde la conscience de chacun, ou de se satisfaire d'une espèce de monotonie d'un discours dominant et peu questionné, ou d'aller chercher de vraies informations. On a aussi, malgré tout, dans la mondialisation, créé des possibilités qui n'existaient pas auparavant. Mais c'est une question qui se pose à nos sociétés et devant lesquelles nous avons une liberté d'action considérable. Évidemment sur le plan politique, mais sur le plan personnel aussi. Donc je crois qu'il n'y a aucune fatalité. Pas plus qu'il y a de fatalité avec l'IA. Je ne crois pas qu'on soit condamné en quelque sorte à subir. Mais nous avons à nous battre, oui, pour une information de qualité, fiable, pluraliste, obéissant à des critères qui ne sont pas mystérieux, hein, on les connaît parfaitement. Ils sont effectivement en danger, mais c'est un danger qu'on peut combattre, à mes yeux, sans peine extraordinaire. Il faut simplement le vouloir. Pardon, je vous entends très mal, pardonnez-moi. Il est perdu momentanément. Est-ce que c'est une fatalité et destinée à devenir une loi générale? Je ne le crois pas. Il y a quand même aussi une prise de conscience. Pascal évoquait le travail de Gérald Bronner. C'est un bon exemple d'une réflexion critique qui va très loin sur justement ce danger-là. Et donc, quand on sait où est le danger, on peut le combattre de façon assez efficace, à mon sens. Et là, il y a une éducation. Je veux dire, moi, je trouve extraordinaire que des étudiants qui ont des années d'enseignement supérieur en soient réduits à l'utilisation de boucles d'informations extrêmement étroites dont personne, apparemment, même à Sciences Po, qui est en principe un lieu où on devrait être très largement informé de la diversité du monde et des opinions, on se contente de si peu. Là, il y a une affaire collective de réflexion sur ce problème de l'information et du débat public. Parce que le débat public est souvent extraordinairement biaisé. Si le pluralisme, c'est effectivement le choix entre les différentes variétés d'islamo-gauchisme, parce qu'il y en a plusieurs, effectivement, on est tout de même un peu frustré de cette manière de concevoir le débat public. Mais ça, c'est un choix ouvert. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation intellectuelle à avoir sur ce front-là. Et ce que je déplore, c'est que beaucoup de nos collègues y soient aussi indifférents. Je crois que ce qui vient d'être dit est essentiel. C'est l'éducation au pluralisme. Et là, tous les enseignants, et les parents, bien sûr, doivent jouer un rôle essentiel. Alors, c'est vrai que les générations que nous avons, moi, j'enseigne depuis plus de 40 ans. Donc, voilà. Les générations que nous avons récemment sont des générations un peu inquiétantes dans la mesure où elles ne sont pas très à l'aise avec le pluralisme. Mais je veux dire, le pluralisme, ça s'apprend. Quand vous avez un groupe, je le vois, moi je consacre en général 4 à 5 semaines à quelles sont les sources d'informations que vous allez mobiliser dans le séminaire. Et j'apprends à mes étudiants comment, aujourd'hui, ici et maintenant, mobiliser des sources d'informations plurielles, à la fois dans la société française et dans la société mondiale. La mondialisation a un avantage.
Il y a, pour ceux qui parlent anglais, et maintenant ces générations parlent tous anglais, il y a des médias en langue anglaise qui sont des médias de première qualité, mais vraiment de très grande qualité. Et donc, voilà, mais il faut éduquer, il faut leur faire découvrir ce pluralisme qu'ils ont à portée de main. Voilà, c'est très simple et les nouvelles technologies leur permettent d'être complètement branchés. Mais encore faut-il leur apprendre. Ils n'ont pas appris ça dans le secondaire, c'est vrai. Hein, et ils arrivent, et beaucoup de mes collègues, il faut reconnaître, même dans le supérieur, ne font pas attention à ça. Hein. Et à l'occasion des municipales, oui, je me pose bien sûr la question de l'IA, parce que nous-mêmes, nous sommes maintenant énormément interpellés par cette affaire de l'IA dans les prestations que nous rendent les étudiants. Ça se voit assez vite, hein, un devoir qui est entièrement fait par l'IA. Mais à l'occasion justement des municipales, sachant que beaucoup utilisaient l'IA, je me suis mis à travailler sur l'IA avec eux, pour leur montrer qu'on peut utiliser l'IA, mais à condition de rentrer en dialogue avec l'IA. Hein ? Il faut l'interpeller, il faut l'interroger. Il ne faut pas faire un premier shot et puis après c'est terminé. Hein ? Il faut rentrer dans un dialogue avec cette IA, l'interpeller, lui demander d'affiner, de revenir sur l'utilisation de telle ou telle notion qu'il a avancé cette IA dans sa première ou sa deuxième réponse. Et je leur dis, vous aurez des choses satisfaisantes quand vous en serez à la 15e réponse de l'IA, et voilà comment poser les questions à l'IA. Hein ? Et là, je vous assure, l'IA n'est plus une menace. L'IA devient un accélérateur. L'IA devient un instrument, ce qu'elle doit rester. Mais si en effet vous en restez dans une ou deux interrogations et que vous prenez ça pour argent comptant, oui, là je vois les dangers très forts de l'IA. Hein. Mais il faut, si vous voulez, c'est comme toutes les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, il faut apprendre à les utiliser. Hein. Il faut qu'il y ait, moi je m'y suis mis, je ne connais rien au départ, hein, croyez-moi. Hein. Puis moi, ça ne m'intéressait pas, je n'ai jamais fait mes livres avec l'IA, vous voyez, bon, voilà, ça ne me viendrait pas l'idée. Hein. Mais là, c'est à l'occasion dernière municipale que j'ai fait ça, parce que là, je savais que ça prenait chez les jeunes, mais une importance, mais majeure. Hein. Et je me suis dit, bon, je m'y suis mis tout seul, d'abord, et puis après, j'ai vu ce qu'on pouvait en faire, de manière pas absurde. Hein. Et après, ben voilà, on en a discuté pendant 6 heures. Merci. Si tout ce que vous dites, ce que vous nous avez expliqué, ne se résume pas en une question, à savoir est-ce que finalement on n'est pas en face d'une paresse intellectuelle de la jeunesse, et même pas que de la jeunesse, et qui aboutit en fait à adhérer à des systèmes de pensée collective qui sont les plus galvaudés, plus faciles. Et je m'interroge quand même parce que, enfin, je trouve que ce qu'on a eu, ce qu'on a vu de ces jeunes de Sciences Po, quand même, c'est quand même extrêmement inquiétant. Parce que c'est ceux qui sont normalement le moins paresseux intellectuellement. Comment ces élèves qui sont censés ne pas être paresseux sont encore finalement les pires de leur génération dans ce qui s'est passé par rapport à Israël et à l'Occident. Alors, si vous voulez, attention, je parle de minorités importantes, je ne parle pas de la majorité des étudiants. Mais, si vous voulez, c'est toujours de ces minorités actives, activistes, qui occupent les locaux, etc. Mais croyez-moi, nous avons 15 000 étudiants, c'est au grand maximum 1000, au grand maximum. Hein, voilà. Mais ça fait énormément de mal. Hein. Mais moi, la majorité de mes étudiants ne sont pas du tout dans cette optique, etc. Mais vous avez des minorités actives qui ont des comportements extrêmement préoccupants. Hein. Et sur le terrain d'Israël, c'est vraiment, j'allais dire, il faut agir. Hein. Mais la paresse intellectuelle, elle n'est pas simplement celle de certains jeunes. Il y a certains collègues qui sont touchés par une paresse intellectuelle peu commune.
hein. Et qui donc, voilà, si vous voulez, un des dirigeants éphémères de Sciences Po qui est venu en remplacement, qui était un type formidable, qui était l'ancien patron de France Travail et qui a passé 6 mois parmi nous, et avec lequel j'ai noué des rapports amicaux, me disait, mon cher Pascal, vous savez, après mes 6 mois, je peux vous dire une chose, le problème à Sciences Po, ce n'est pas les étudiants, ce sont les enseignants. Et je trouvais ça marqué au coin d'une grande sagesse et d'une grande lucidité. Hein, voilà, d'une grande lucidité, hein, vraiment. Voilà. Donc, rassurez-vous, hein, c'est comme pour l'état de la société française vis-à-vis de la population juive. Le monde universitaire, les étudiants ne sont pas devenus antisémites, simplement. Il y a le développement de ce nouvel antisémitisme dont parlait, véhiculé d'ailleurs par nombre d'enseignants, véhiculé par certains jeunes, qui est préoccupant et contre lequel il faut imaginer la mise en place de multiples contre-feux. Mais je veux dire, faut y aller, quoi. Faut aller au contact, faut discuter, faut accepter d'être pris à partie, il faut prendre quelques risques, oui. Un grand merci à nouveau à vous tous. Merci.